Plaisir de partager presque plus 5 ans, parce qu'il était mon étudiant quand il était en master. Voilà, donc on ne sait plus et on ne sait plus qui c'est. Et ça continue parce qu'il y a un projet, peut-être qu'il en parlera, je ne sais rien, on verra. Et je dois vous dire que mon Gatien a défendu devant un jury d'experts. Alors, il y avait le professeur Moser qui était président du jury, qui est en école d'ingénieur. Il y avait le professeur Larson de Charles University, qui est mondialement connu pour les pixels. Les rouges, c'est quand même déjà un peu moins bien. Et puis le docteur Abraham d'Ostram, et puis le professeur Capon, qui est aussi un expert dans le domaine. Voilà. Donc il a fait une excellente présentation, j'y reviendrai. Et ceci lui permet d'être devant nous aujourd'hui. Mais c'est pas fini, il faut déjà qu'il fasse sa présentation publique avant que je puisse lui remettre le petit livre rouge. Ici. Merci Nicolas. Merci beaucoup à tous de venir ce soir, ça me fait vraiment très plaisir de vous voir aussi nombreux. Et donc, ce soir, je vais vous présenter ma thèse qui s'intitule INALM-Based Blue Microcavity Lasers, que j'ai réalisée sous la direction du professeur Nicolas Blanc. Qui demande à être appelé Nico à partir de 17h. Donc, ouais, effectivement, le titre n'est peut-être pas très parlant en lui-même. On va commencer par le traduire en français. On verra que ça ira peut-être un poil mieux. Donc, ça parle de quoi? Ça parle de laser à microcavité, une cavité microscopique, qui émettent de la lumière bleue. Ils sont réalisés à partir d'un semi-conducteur qui s'appelle le nitrure d'aluminium entier. Vous n'êtes pas beaucoup plus avancé, mais ce soir, mon but, c'est de vulgariser tout ça et qu'à la fin de la présentation, vous ayez non seulement une vague idée de ce que ça veut dire, de ce que sont ces lasers à microcavité, les nitrures d'aluminium entier, mais aussi vous ayez une idée de ce que contient ma thèse, ce que j'ai dû fabriquer pendant ces 5 ans de thèse. Et puis, voilà. Donc, comme le principe de la présentation de ce soir, c'est de vulgariser ce que j'ai fait, j'ai besoin d'une personne volontaire dans le public, si possible quelqu'un avec pas une formation de physicien. Il y a un volontaire. Le job va être primordial, mais pas très dur. D'accord. Alors, merci Martin, on peut l'applaudir. Je l'ai simplement remis en sifflet. Si jamais, au cours de la présentation, je devais utiliser en termes scientifiques un peu abscons que vous ne comprenez pas, alors son job, c'est de me rappeler à l'ordre, de donner un bon coup de sifflet pour que, immédiatement, j'explicite le terme en question et que je vous perde pas. Est-ce qu'il peut tester si le sifflet marche? Excellent. Très bien, alors on parle de semi-conducteur. Je vais commencer par essayer de vous expliquer, vous faire sentir ce qu'est un semi-conducteur. Alors, en semi-conducteur, c'est en cristal. Qu'est-ce qu'un cristal? C'est la question suivante. Donc, pour rappel, un atome, c'est composé d'un noyau de charge positive et de en ou plusieurs électrons de charge négative qui gravitent autour. Et en cristal, c'est un motif, typiquement en ou plusieurs atomes. Par exemple, dans le cas du diamant, c'est l'atome de carbone. Donc, dans le cadre du GaN, du nitrure de gallium, ça va être un atome d'azote et un atome de gallium qui en fait sont répartis sur un réseau. Donc, votre cristal, c'est un arrangement régulier de motifs fait à la base de plusieurs atomes. Donc ça se complique un peu, on va essayer de vous expliquer ce qu'est la structure de bande. Alors la structure de bande, tout d'abord, on va s'intéresser à ce qu'on appelle la courbe de dispersion en électron au vide. Ouais, bah justement, qu'est-ce que tu comprends pas? La courbe de dispersion, c'est ce que j'explique maintenant.
électron, oui. Comment? La courbe de dispersion, c'est en fait la relation entre l'énergie de l'électron et sa vitesse. En fonction de la vitesse à laquelle se déplace l'électron dans le vide, on lui associe une énergie. Typiquement, si vous avez un électron qui se trouve ici sur la courbe de dispersion, c'est-à-dire qu'il est mobile. Si vous avez un électron qui se trouve là, c'est-à-dire qu'il se déplace avec une certaine vitesse vers la droite. Un électron qui se trouve un petit peu plus à droite sur la courbe de dispersion, c'est un électron qui se déplace un petit peu plus vite vers la droite. Puis un électron qui se trouve sur l'autre côté de la branche, la courbe de dispersion, c'est un électron qui se déplace dans l'autre sens. Maintenant, on va compliquer un petit peu les choses, on va passer l'électron non plus dans le vide, mais dans un cristal. Alors, vous imaginez bien que vous, si vous courez dans un champ avec rien autour de vous, vous êtes libre, vous pouvez aller dans tous les sens, il n'y a pas de problème. Maintenant, vous essayez de courir au milieu d'une foule, ça va être un petit peu plus compliqué. C'est pareil pour l'électron dans un cristal, il y a des atomes qui vont perturber l'électron. Et cette perturbation, comment elle se traduit sur la courbe de dispersion, donc la relation entre l'énergie et la vitesse de l'électron dans votre cristal? Eh bien, il y a ces discontinuités, c'est-à-dire que la courbe est plus continue, elle fait un saut à cet endroit-là, qui apparaissent. Et ces discontinuités, en fait, si on continue la courbe de dispersion, on allait plus loin, bien sûr, elle ne s'arrête pas là, parce que le cristal est infini. Donc, si on continue la courbe de dispersion, ces discontinuités-là apparaîtraient avec une régularité qui correspond au espacement entre les atomes du cristal. Bien. Et donc, on voit apparaître ce qu'on appelle justement la structure de bande du cristal. Des bandes d'énergie permises en vert, c'est-à-dire que l'électron peut prendre des valeurs d'énergie qui correspondent à ces bandes vertes, et puis entre deux, ce qu'on appelle une bande d'énergie interdite, c'est-à-dire que quelle que soit la vitesse de votre électron dans le cristal, jamais il prendra, son énergie prendra une valeur qui se trouve dans ce bande gap, cette bande d'énergie interdite. Voilà, ça c'est un concept clé qu'il faut garder dans un coin de votre esprit pour la suite de la présentation. Maintenant, qu'est-ce qu'un métal? Un métal, c'est un certain type de cristal dont la bande d'énergie, sa bande de valence est remplie complètement, elle est pleine d'électrons. Et sa bande de conduction est partiellement remplie. En fait, quand vous mettez des électrons dans un cristal, c'est un petit peu comme quand vous mettez des billes dans un bol. Vous remplissez par le bas et puis ça va gentiment remplir de plus en plus haut. Là, c'est un peu le même principe. Vous mettez des électrons dans ce cristal, vous remplissez le bas, vous remplissez la bande de valence, et si vous en rajoutez un bas, vous commencez à remplir la bande de conduction. Alors, pour le métal, la bande de conduction est partiellement remplie. La partie rouge de la courbe ici représente les électrons qui sont dans le cristal. Et puis ensuite, c'est vide, c'est libre pour les électrons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans votre cristal, vous avez des électrons qui se déplacent vers la gauche, vers la droite à différentes vitesses. Mais si vous faites la moyenne des vitesses de tous ces électrons, c'est en fait comme si tous les électrons étaient immobiles. Il n'y a pas de courant électrique qui passe. Maintenant, si vous appliquez un champ électrique à ce cristal, vous branchez une batterie dessus, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les électrons sont chargés électriquement. Quand vous le soumettez à un champ électrique, ils subissent une force qui va changer leur vitesse, les accélérer. Alors, ça a été représenté ici, c'est simplement ces électrons-là, ceux sur cette branche-là, ils vont monter un peu plus haut, ceux de ce côté-là, ils vont descendre un peu plus bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez toujours des électrons qui se déplacent dans un sens, dans l'autre, mais il va y en avoir plus qui vont se déplacer vers la droite, ceux qui se déplacent vers la gauche. Maintenant, quand vous faites la moyenne de tout ça, c'est comme si vos électrons se déplaçaient vers la droite. C'est pour ça que votre métal, qui est conducteur, quand vous soumettez un champ électrique, quand vous branchez une pile sur votre métal, conduit le courant. En isolant, qu'est-ce qui se passe avec un isolant? En isolant, pour être plus bêtise. Ouais. C'est le paintball qui t'a inspiré pour les... En isolant, il a sa bande de valence complètement pleine et la bande de conduction complètement vide. Donc quand on regarde les électrons dans un isolant, la courbe de dispersion est entièrement remplie, vous avez complètement rempli votre bol. Vous appliquez en champ électrique, qu'est-ce qu'il va faire? Vous allez faire déborder votre bol dans
rappelez ce que je vous ai dit tout à l'heure? Ça représente la courbe de dispersion uniquement entre deux atomes du cristal. Mais votre cristal, il est constitué quasiment d'une infinité d'atomes qui succèdent les uns aux autres. Donc, cette courbe-là, en fait, elle se répète avec la même régularité que les atomes dans le cristal. Et puis, en fait, à ce moment-là, quand vous regardez une cellule, vous retombez sur votre situation initiale, c'est-à-dire que vous avez des électrons qui se déplacent dans un sens, dans l'autre, mais que quand vous faites la moyenne de tout ça, vos électrons ne bougent pas. C'est pour ça qu'en isolant, même soumis à un champ électrique, ne conduit pas le courant. Bien, maintenant on arrive au semi-conducteur. Donc on peut rappeler cette structure de bande de valence, la bande de conduction, et la bande d'énergie interdite, on gagne du semi-conducteur. Alors on a dit qu'en métal, sa bande de valence est pleine et sa bande de conduction partiellement remplie. En isolant, c'est en matériaux. Cristal, la bande de valence est complètement remplie et la bande de conduction est vide, avec un gap important. En semi-conducteur, c'est en fait en isolant mais avec un petit gap, une bande d'énergie interdite qui est faible. Et qu'est-ce qui se passe avec l'agitation thermique? Vous savez que la température, c'est une mesure de l'agitation des particules. De la même manière, la température va agiter les électrons, et puis il y en a certains qui vont pouvoir franchir cette barrière d'énergie interdite, et puis sauter dans la bande de conduction. À ce moment-là, vous voyez les électrons apparaître dans la bande de conduction, qui vont pouvoir conduire le courant, et qu'est-ce qu'ils ont laissé derrière eux? On avait une mer d'électrons, et puis il y en a certains qui ont sauté sur la bande supérieure, et qui ont laissé un vide derrière eux, une absence d'électrons, ce qu'on appelle un trou. Et ces trous vont aussi pouvoir se déplacer et conduire le courant. Maintenant, c'est pas très pratique d'avoir les semi-conducteurs dont la conduction dépend de la température, etc. Donc ce qu'on sait faire, c'est effectuer le dopage dans le cristal, on appelle ça, pour créer des semi-conducteurs de deux types différents. On a ce qu'on appelle les semi-conducteurs de type M. Alors on va introduire des impuretés, donc des électrons, des atomes qui n'ont rien à faire dans la structure cristalline de notre matériau et qui vont libérer des électrons de notre cristal. De cette manière-là, on a des électrons qui vont pouvoir conduire le courant. Ensuite, on peut faire l'inverse, on peut introduire des impuretés de notre cristal qui, au lieu de libérer les électrons, vont capturer les électrons du cristal. Et qu'est-ce qui se passe? Ces électrons, une fois qu'ils ont été capturés, ils laissent des trous. Et ces trous, ils vont aussi pouvoir conduire le courant. Alors, quelques mots sur la lumière. La lumière, c'est une petite partie du spectre électromagnétique, c'est-à-dire de l'entier des ondes électromagnétiques. Les rayons gamma, les rayons X, les ultraviolets, les infrarouges, les micro-ondes et les ondes radio, qui sont différents types d'ondes électromagnétiques. Et la lumière visible, c'est cette petite partie entre eux. Maintenant, je vous rappelle que la lumière blanche, c'est rien d'autre que la somme des lumières rouges, vertes et bleues. J'ai une petite expérience pour vous montrer ça. Alors, là j'ai une lampe. Qui émet de la lumière blanche. Normal, oui. Jusqu'à tout va bien. Maintenant, si je place ce qu'on appelle un prisme, qui va en fait permettre de révéler les différentes composantes de cette lumière blanche. La lumière blanche, c'est pas une lumière plus pure, c'est vraiment une lumière qui est composée de en fait tout le spectre visible. Et puis j'ai un autre petit élément derrière que je peux rajouter devant et qui me permet, si je l'ajuste bien, de recomposer de la lumière blanche. Et la lumière peut être vue de deux manières différentes. C'est à la fois une onde électromagnétique à laquelle on associe deux nombres qu'on appelle une fréquence et une longueur d'onde. Là, vous avez pour les différentes couleurs les longueurs d'onde associées. Sachant que la fréquence et la longueur d'onde, c'est deux
C'est juste une grandeur qui caractérise la lumière. Bah, une onde, vous pouvez la représenter de manière temporelle ou spatiale comme une sorte de sinusoïde. C'est ça. La longueur d'onde, bah, c'est la distance entre deux maximum. C'est la longueur d'onde. Mais la lumière peut aussi être vue comme une particule de matière, sans masse. Je ne peux pas rentrer dans les détails, j'ai pas le temps. On appelle ça un photon. Et puis le photon, on lui associe une énergie qui est donnée par cette formule-là, la constante de Planck. De nouveau, on ne rentre pas dans les détails, c'est une constante qui multiplie la fréquence associée, de l'onde associée au photon. Et comme on l'a vu tout à l'heure, la longueur d'onde et la fréquence sont en deux bandes de relais, et donc on peut aussi exprimer l'énergie du photon en fonction de sa longueur d'onde. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça veut dire qu'en photon bleu, par exemple, en photon dont la longueur d'onde associée est de 450 nanomètres, et ben, il a une énergie bien définie qui vaut 2,55 électronvolts. L'électronvolt, c'est une unité d'énergie comme quand vous parlez de distance, vous parlez de mètres, ou de kilomètres. Pareil, pour un photon rouge, dont la longueur d'onde est à 700 nanomètres, ben, il a une certaine énergie qui vaut 1,77 électronvolts. Et ça, c'est vrai pour tous les photons bleus qui ont cette longueur d'onde-là, ils auront tous 2,75 EV comme énergie associée. Ça, c'est un grand truc. Parce que maintenant, on arrive aux interactions entre la lumière et la matière. On a trois types d'interactions entre la lumière et la matière. L'émission spontanée. Vous vous rappelez, tout à l'heure, on parlait d'électrons et de trous. On a dit que, par exemple, avec l'agitation thermique, il peut y avoir un électron qui monte, qui meurt un trou derrière, et il peut y avoir l'effet inverse. Ensuite, les électrons, ils vont tomber dans le trou. Hein, vous avez une absence d'électrons. L'électron va tomber dedans, et puis ça va libérer l'énergie. Ça peut libérer de l'énergie sous forme lumineuse, ça va émettre en photon. Et ben, le photon qui est émis à ce moment-là, l'énergie du photon correspond à l'énergie du gaz. Je rien touché. Il y a le procédé inverse, vous pouvez avoir un photon qui passe par là, il est absorbé par la matière et il va générer une paire électron-trou. Puis vous avez le dernier type d'interaction possible, c'est celui qui va vous intéresser ce soir parce qu'il est à la base du laser, c'est ce qu'on appelle l'émission stimulée. C'est-à-dire que vous avez un photon qui passe, il va, par l'intermédiaire de l'annihilation des paires électrons, donc vous avez un électron qui va retomber dans un trou et émettre un deuxième photon à cause de l'influence du passage du premier photon. Et ces deux photons-là, ils ont les mêmes caractéristiques, ils ont la même énergie, etc. Ce sont deux jumeaux. Encore une fois, donc l'énergie du photon émis dépend de l'énergie du gaz, de cette valeur-là, de cette distance entre les deux bandes d'énergie. En gros, ça revient à dire que la couleur de la lumière émise va entièrement dépendre du matériau qui est utilisé pour réaliser le dispositif. On arrive encore aux différents semi-conducteurs qui sont utilisés pour l'optoélectronique. On a d'un côté les arséniures et les phosphures, c'est des matériaux qui permettent de faire de la lumière rouge. De l'autre côté de ce tableau, on a les nitrures d'éléments 3 qui permettent de faire la lumière bleue et la lumière verte. Alors, ce qui va nous intéresser ce soir, c'est les nitrures d'éléments 3, c'est là-dessus que j'ai travaillé pendant ma thèse. Alors, les nitrures d'éléments 3, pour expliquer ce nom un petit peu barbare, vous avez ici un tableau périodique des éléments, c'est-à-dire que tous les différents types d'atomes sont listés dans ce tableau-là. Alors, nitrure, ça veut dire quoi? Nitrure, ça veut dire que c'est un composé, un cristal qui est fait avec des atomes d'azote qui sont ici. Et d'élément 3, ça veut dire qu'on va utiliser différents atomes de la troisième colonne. Toutes ces colonnes sont numérotées. Alors ça, c'est des trucs un peu spéciaux, mais ça, c'est la première colonne, deuxième colonne, troisième colonne, quatrième, etc. Ça, c'est
Les méthodes de transition, on peut appeler ça. Et donc, dans ces différents nitrures d'éléments 3, on a le nitrure d'aluminium, l'ALM, en utilisant de l'aluminium et de l'azote, le nitrure de gallium, le nitrure d'impérium, et puis bien sûr tous les alliages qu'on peut réaliser à partir de ces trois composés binaires. Binaires parce qu'ils sont composés de 12 atomes différents. Tu as des alliages ternaires, on appelle ça, comme par exemple le nitrure d'indium aluminium, le nitrure d'indium gallium. Voilà, donc on connaît déjà un peu mieux la partie mythique. Et puis ça, c'est un petit schéma qui représente la structure cristalline, c'est-à-dire l'arrangement des atomes en 3 dimensions dans ces nitrures d'éléments. Vous avez en blanc, c'est des atomes métalliques, ça peut être du gallium, de l'indium et ou de l'aluminium. Et puis, les petites boules noires sont des atomes d'azote. Voilà, tout ça, j'en parle relativement abondamment dans le premier chapitre de ma thèse. Ça, normalement, c'est aussi ce qu'il y a dans le premier chapitre de ma thèse. Alors, à quoi ça sert tout ça? À quoi servent tous ces nitrures? Voilà, assez pour remplir ça. Alors, à quoi servent ces nitrures? Qu'est-ce qu'on peut faire avec? On peut faire des diodes électroluminescentes, des LED. On reviendra un peu plus dans les détails sur comment ça fonctionne, comment on les fabrique, etc. tout à l'heure. Mais à quoi ça sert par exemple faire des LED bleues, des LED vertes? Ça sert pour les affichages, etc. Et puis surtout, on utilise les nitrures pour faire les LED blanches. Comment est-ce qu'on fait une LED blanche? Une LED blanche, en fait, c'est rien d'autre qu'une LED bleue, qui émet la lumière bleue, auquel on va ajouter un phosphore jaune. Le phosphore jaune, qu'est-ce qu'il fait? Il va absorber la lumière bleue et réémettre de la lumière jaune. À ce moment-là, vous avez un dispositif qui émet la lumière bleue, qui émet de la lumière jaune, et quand vous mixez les deux, ça vous fait une LED bleue. Pour vous convaincre, j'ai même une petite expérience. Tac. Alors, vous avez ici un cercle de lumière bleue, en dessus un cercle de lumière jaune. Alors on a un peu triché, là le jaune on l'a fait avec du vert et du rouge. Mais quand vous mélangez le jaune et le bleu, ben, vous voyez quelque chose qui ressemble effectivement à du blanc. C'est pas parfait, mais ça donne. Et puis ben, on en trouve partout, on en trouve dans tous les éclairages à base de LED. On trouve ça aussi comme rétroéclairage pour les écrans TV à LED, etc. Et on utilise aussi les nitrures pour faire des diodes laser. Alors, on utilise ça pour faire des diodes laser violettes. C'est ce qu'on retrouve dans les lecteurs DVD HD, dans les lecteurs Blu-ray, etc. Alors l'avantage, tout à l'heure, je vous ai parlé de la longueur d'onde associée à la lumière. Quand vous avez de la lumière violette, la longueur d'onde est de 405 nanomètres. C'est tandis que pour les CD et les DVD, on utilisait des lasers rouges et infrarouges qui ont des longueurs d'onde plus grandes. Et la taille de l'information que vous allez pouvoir coder sur votre galette va dépendre en fait de la longueur d'onde de la lumière que vous utilisez. En gros, plus la longueur d'onde est petite, plus l'information, les 0 et les 1 que vous avez sur la galette sont petits, et donc plus vous mettez d'informations sur une surface donnée. C'est pour ça que vous avez cette évolution des capacités de stockage qui est fortement reliée à la longueur d'onde de lumière utilisée, du laser utilisé pour la lecture. Et c'est aussi utilisé, les diodes laser bleues et vertes, par les nitrures, dans ce qui est l'application picoprojecteur. Donc maintenant, je vais tâcher de vous expliquer comment fonctionne la diode électroluminescente. En fait, c'est assez simple. Vous prenez un semi-conducteur de type N, avec des impuretés qui vous libèrent des électrons pour pouvoir conduire l'électricité. Ensuite, vous prenez un autre semi-conducteur de type P cette fois, avec des impuretés qui vont générer des trous, qui vont pouvoir conduire l'électricité. Entre deux, vous mettez ce qu'on appelle un puits quantique. Alors, un puits quantique, c'est quoi? C'est vraiment, imaginez ça comme un puits, ce qu'on appelle les porteurs de charge, donc les électrons
se déplacer le long du champ électrique, les électrons qui ont une charge négative vont remonter le champ électrique, ils vont être piégés dans le puits quantique, et puis piégés dans le puits quantique, l'électron et le trou vont se recommunier, l'électron tombe dans le trou, et puis ça va libérer l'énergie lumineuse sous la forme de photons. C'est comme ça que marche votre LED. Alors, vous convertissez directement l'énergie électrique en énergie lumineuse. Alors maintenant, comment est-ce qu'on fabrique une LED? Alors, pour fabriquer une LED, tout d'abord, il faut effectuer la croissance du cristal semi-conducteur. Pour faire ça, on a des gros réacteurs de croissance. Pour les présenter brièvement, je vais laisser la parole à Nicolas. Vous avez ici un four de très haute technologie, un four à pizza. Voilà, vous avez un four à pizza qui vous permet de faire des croissants de pizza semi-conductrice. Cette croissance s'effectue vraiment couche atomique par couche atomique, couche par couche. La croissance se fait sur des substrats. Vous avez un substrat de saphir, ou GAL, c'est juste une galette que vous mettez dans votre. C'est ça? Substrat? Galette que tu mets. Une galette que tu mets dans ton réacteur. Ouais, une galette sur laquelle tu fais déposer des choses. Tu gardes une. Et puis ensuite, tu fais la croissance de la LED, couche après couche. Une fois qu'on a notre cristal semi-conducteur, on a la pizza qui est prête, il n'y a plus qu'à la découper. Alors on va en salle blanche, c'est des salles à l'atmosphère contrôlée, très propres, etc. On va procéder à la microfabrication. On commence par graver des mésas, de manière à pouvoir déposer un contact sur le semi-conducteur de type L. Vous imaginez que ça c'est vraiment étendu dans le plan. Donc il faut graver les marches et venir déposer un contact dessus. Ensuite on dépose un contact transparent au sommet de la LED, transparent pour que la lumière puisse sortir, sinon c'est un peu bouillon. Ensuite, on dépose des contacts métalliques. Et puis on obtient ça. Voilà la galette avec les petites LED qui ont été processées, qui ont été fabriquées. Et puis on vient, là c'est pour les tester ensuite avec des aigus métalliques pour injecter le courant dans les LED. Et finalement, il y a une dernière étape pour ceux qui veulent produire des LED, donc c'est pas quelque chose qu'on fait au labo, on s'arrête là, il faut juste marcher avec son équipement. Mais si vous voulez vraiment faire quelque chose ensuite, il y a ce qu'on appelle l'encapsulation, c'est-à-dire que ceci, vous allez le mettre là-dedans dans un petit dôme protecteur qui va aussi permettre d'extraire un maximum de lumière. Alors, comment est-ce qu'on fait ces gravures, ces dépôts de contact, etc. On utilise un procédé qu'on appelle la photolithographie. Alors, c'est un peu comme la photographie finalement. Vous avez votre échantillon, vous déposez une résine photosensible, sensible à la lumière par-dessus. Vous utilisez un masque vert avec un motif que vous voulez reproduire sur votre échantillon, qui est imprimé dessus. Vous l'imprimez avec une étape. Vous le mettez sur votre échantillon, vous utilisez cet appareil-là, qui va en fait illuminer avec des ultraviolets votre échantillon, et puis ensuite vous avez un négatif de votre masque qui est transposé sur votre échantillon. Les parties claires de la résine sont les endroits qui ont été exposés à la lumière, les parties foncées, les parties qui n'ont pas été exposées à la lumière. Ensuite, avec ça, vous pouvez faire deux choses. Vous pouvez faire ce qu'on appelle une exposition positive, c'est-à-dire simplement développer la résine qui a été soumise à